Nous, on n'a vraiment jamais construit un réseau, mais un ensemble. Et ça fait partie vraiment du concept originel de Clearfield. Et néanmoins, en gardant cet esprit très entrepreneurial, très, très souple. Quand on travaille auprès d'une entreprise familiale ou d'entrepreneur, que ce soit à l'achat ou à la vente, très rapidement, on va avoir une relation stratégique. Moi, ce que je recherche toujours, c'est de sentir le supplément de motivation pour ce métier, parce que c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec les jeunes qui rentrent. Parce que quand on a envie, après, on peut y arriver. Même si on n'est pas un cadre de la valorisation ou du modeling ou quand on démarre, si on a envie, si on veut travailler, ça ne sera pas ça le problème. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, finance de marché et conseil en stratégie et management. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison du Career Insight, le podcast créé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces domaines. Si vous cherchez un stage ou un CDI, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur ces métiers, le podcast est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Thierry Chetry. Bonjour Guillaume Pommier. Vous êtes l'un des cofondateurs de Clearfield et le président de Clearfield en France. Merci d'avoir accepté de partager votre parcours et expérience dans le Career Insight. Merci de m'inviter. La première question est toujours très générale. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les grandes étapes de votre parcours ? En bref, parce que le plus récent est plus important que le plus ancien. Jeune diplômé, j'ai fait de l'audit financier, comme on faisait à l'époque quand on voulait faire de la finance et qu'on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire. Donc je me suis rendu compte rapidement que je ne ferais pas une grande carrière dans l'audit. J'ai cherché un endroit, un univers qui était plus ouvert, plus créatif et plus entrepreneurial. Ça m'a amené à un groupe de communication qui s'appelle Omnicom, numéro 1 mondial du conseil en communication, où j'étais jeune financier, où j'ai passé 8 ans et où j'ai fini directeur général en France. Puis toujours insatisfait. Après quelques années de grande satisfaction, j'ai créé une société qui m'était propre cette fois, comme entrepreneur. C'était en 1998, j'avais 33 ans et elle s'appelait Intuitu Capital. C'était pour accompagner et financer les startups du web, la première grande vague des startups. Puis j'en suis venu à transformer ce que j'avais commencé avec Intuitu en banque d'affaires à travers Clearfield. Donc, j'ai cofondé Clearfield en partant d'Intuitu en France, en la réunissant avec d'autres. Et j'ai créé Clearfield il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Nous allons revenir sur les grandes étapes de ce parcours. Le premier chapitre, ce sont vos débuts professionnels après vos études. Vous l'avez mentionné, vous démarrez votre carrière en audit chez PwC, où vous allez rester pendant un peu plus de 2 ans. D'abord, pourquoi l'audit en début de carrière ? Il faut remettre ça dans le contexte. À l'époque, ces métiers de la finance d'aujourd'hui n'existaient pratiquement pas, ou alors étaient invisibles. Les fonds d'investissement, le private equity aujourd'hui, c'est ultra répandu. La banque d'affaires, ultra répandue. Quand on est dans une école, on s'y intéresse à raison. À l'époque, ça n'existait pas. Il y avait la finance dans l'audit, qui était une finance qui préparait la finance d'entreprise, et puis il y avait finance de marché. Voilà. Donc l'audit, c'était une manière de continuer ses études, à apprendre. Sur le moment, j'ai pas beaucoup aimé. Finalement, c'était intéressant. Le temps que j'y ai passé était riche. Voilà, donc mes 2 ans et demi, c'était très bien. Alors pourquoi avez-vous transitionné finalement assez rapidement, 2 ans et demi, de l'audit vers d'autres métiers ? Pour cette raison, pour moi, c'était une trop grande organisation. C'était un peu trop structuré, trop hiérarchique. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'ennuyait vraiment. Et quand on est en audit, on est en contact avec différentes entreprises, différents univers, cultures. J'auditais de IBM
de ce qui se faisait de plus grand comme mission à l'époque à de petites entreprises et notamment dans la communication. C'est celle qui m'a amené à rencontrer BBDO et Omnicom à l'époque et j'ai été très vite sensible à cet environnement, cet univers et les possibilités que ça laissait, que j'entrevoyais. Et je me suis pas trompé parce que, en effet, j'y ai trouvé ce que je voulais après pendant assez longtemps. C'est-à-dire un endroit où je me suis beaucoup épanoui, très avec beaucoup d'autonomie, entrepreneuriale. C'était un grand groupe américain, mais où en France on avait une liberté d'action très très grande que j'ai eu après encore plus en étant très responsable pour la France. Donc voilà, cette transition, c'est ce que j'imaginais, et c'est ce que j'ai vécu après au sein d'Omnicom. Alors venons-en à cette expérience. Après vos 2 années en audit, vous rejoignez effectivement le groupe américain Omnicom qui fait du conseil en communication, où vous travaillez pendant 8 ans, une bonne partie de votre vie professionnelle déjà, et vous y êtes successivement financier, directeur financier, CFO, et enfin directeur général du groupe pour la France. Pouvez-vous nous raconter cette expérience ? Alors je suis rentré comme jeune financier. Débauché par un ancien auditeur qui lui-même était directeur financier, qui m'a embauché comme son adjoint, qui m'a pris sous son aile. À l'époque, c'était pas un groupe de communication en France, c'était une agence de publicité même. Je me suis familiarisé avec cet environnement. C'était de la direction financière de PME, en fait. C'était une petite entité, mais néanmoins qui reportait à un groupe américain coté à Wall Street, donc avec un encadrement sur le plan méthodologique qui était bon. Ça consistait à gérer la finance dans ces métiers créatifs. Ça consiste à gérer des personnes un peu particulières qui ne sont pas elles-mêmes des grands gestionnaires, voire même qui sont tout l'opposé de ça. Et néanmoins, les faire travailler. Et sur le moment, je ne me suis pas rendu compte, mais ce que ça m'a apporté, entre autres choses, c'était la capacité à gérer des personnes dans un mode créatif, entrepreneurial, particulier, qu'il faut faire travailler néanmoins et gérer, et bien gérer, parce qu'eux ne sont pas du tout gestionnaires, tout en avec beaucoup de bienveillance, pour faire en sorte d'être toujours équilibré entre l'ordre et la gestion, et puis une espèce de liberté, de décontraction. Et finalement, c'était un bon apprentissage, une bonne expérience. Puis après, au sein d'Omnicom, quand je suis devenu directeur général avec une orientation financière, je j'étais pas créatif de pub. Mon métier a consisté, il a évolué, à part gérer un ensemble qui devenait de plus en plus gros. Il est devenu de plus en plus gros justement parce que j'ai fait pas mal d'acquisitions, de croissance externe pour développer tous les métiers qui allaient rentrer dans ce concept de groupe de communication à l'époque. Fait des acquisitions, faire ce que j'allais faire après dans le M&A, mais en tant qu'acquéreur industriel. Et c'est là où j'ai appris à acheter, discuter, négocier avec des entrepreneurs, les intégrer. Voilà. Et puis c'est cet ensemble-là qui est devenu le groupe en France que je dirigeais sur un plan financier. Ouais, vous avez découvert finalement le côté client du M&A. Est-ce que vous travailliez à cette époque avec des banques d'affaires déjà ? Un petit peu. C'est là où j'ai croisé les premières. Je me souviens avoir acheté une petite entreprise qui avait donné un mandat de vente à BNP. Oui, il y avait déjà, mais c'était moins automatique qu'aujourd'hui. Très souvent, c'était des négociations de gré à gré que je faisais avec des cibles. C'était beaucoup moins répandu. Et alors, encore moins ai-je acheté des entreprises qui avaient comme actionnaires des fonds actionnaires financiers, pas connus. Alors, 8 années chez Omnicom et le deuxième chapitre de votre parcours s'ouvre en 1998. Vous l'avez rappelé, vous créez à ce moment-là votre propre société qui s'appelle Intuitu Capital et qui est une société de conseil financier et d'investissement dont le métier d'origine était d'accompagner les startups du web. Il faut rappeler qu'on est en plein dans la révolution Internet à l'époque et vous les accompagnez à la fois sur leurs problématiques de financement mais aussi sur leurs enjeux stratégiques.
Pourquoi ce choix? Comment a démarré l'aventure entrepreneuriale d'Intuitu Capital et puis quelles étaient les principales missions de cette société? Alors, ça a démarré sur l'idée que euh, j'avais rencontré les premières startups Internet quand j'étais chez Omnicom. J'avais racheté une des premières petites web agencies qui était créée par quelqu'un qui s'appelle Loïc Lemeur, qui a fait un grand parcours après dans le web, qui est très reconnu dans ce domaine. J'avais acheté sa petite société. Je m'étais familiarisé en même temps, grâce à lui, à ce qui était complètement naissant dans le web. Je voyais cette émergence incroyable de jeunes entrepreneurs qui montaient des boîtes, mais qui étaient très jeunes, qui avaient beaucoup d'idées, qui étaient souvent des gens de la tech, mais très jeunes, sans expérience de management. Et puis le sujet du financement est devenu rapidement celui qui est devenu crucial pour leur développement, ce qui était nouveau. Hein. Ça a été vraiment un nouveau chapitre de l'entrepreneuriat, du financement qui s'est ouvert à ce moment-là. Et je me suis dit que entre ce que je savais faire sur un plan financier, technique et l'expérience de management que j'avais acquise, j'avais envie de le mettre à profit de ces jeunes entrepreneurs pour les aider. Alors ça a consisté, mais je savais pas exactement, j'avais pas défini le business model de mon entreprise. Quand je me suis dit je vais les aider ça a consisté à investir dans les moyens dans lesquels j'étais moi, c'est-à-dire plutôt en amorçage avec elles, mais aussi les accompagner, réfléchir sur leur développement, les aider aux levées de fonds suivantes. Donc c'était un mix de conseils, de financement. M'a rejoint assez rapidement dans cette histoire quelqu'un qui nous a donné une capacité d'investissement beaucoup plus significative, qui était un des jeunes talents d'Internet en Europe, qui s'appelle Christian Jagodzinski, qui a fondé l'équivalent d'Amazon en Allemagne, qui a été le premier à revendre à Amazon en Europe. C'est un des premiers vraiment grands talents du e-commerce en Europe. Lui, il avait déjà une capacité d'investissement très grande. Voilà, donc on a commencé comme ça. Rapidement, on a arrêté d'investir parce qu'on a bien vu que ça allait mal tourner. Mais le conseil, lui, a continué. Donc, conseiller à toujours continuer à financer, accompagner les levées de fonds, faire du M&A déjà dans ce qui pouvait se vendre ou s'acheter dans certains segments à l'époque, donc les web agencies typiquement. Voilà, donc c'est Intuitu, ça a été ça, mais finalement pendant une période avec du recul un peu courte, ça a duré de 98 à 2002 parce que après la bulle a explosé. Alors précisément, hein, en 2001, les entreprises de la tech subissent de plein fouet l'éclatement de la bulle Internet. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment-là et quels ont été les principaux impacts sur l'activité d'Intuitu Capital? Alors le souvenir, c'était que la fête était finie globalement, puisqu'avant c'était la fête. Chaque levée de fonds, c'était une fête. Il faut rappeler dans quelle ambiance on était à l'époque. La fête était finie, les boîtes fermaient, le financement, les robinets étaient fermés, et les entreprises qui étaient les pelles et les pioches de cet univers, comme nous, beaucoup ont arrêté. Les banquiers sont retournés à la banque, les consultants au consulting, ce qu'on disait à l'époque, B2B à la banque, B2C back to consulting, et il y a eu un grand coup d'arrêt. Qu'est-ce qui a causé ce coup d'arrêt finalement en 2001? C'était la non-réalisation de ce qui était envisagé avant sur le développement du e-commerce, du e-business, de tous ces business plans qui se sont faits, qui se sont pas réalisés. Les financiers, à un moment, ont arrêté d'investir. Parce que jusqu'à là on investissait sur des pertes mais potentiellement avec du développement à venir. Le développement ne venait pas, donc à un moment ça s'arrête. Faut rappeler qu'en 2001 il y a eu un choc géopolitique à ce moment-là. On était le 11 septembre d'ailleurs. Voilà, ça s'est arrêté et moi j'étais un peu inquiet parce que j'avais une activité assez jeune qui était complètement dédiée et dépendante de ce phénomène. Donc mon obsession de tous les jours, toutes les nuits, c'était de trouver la suite. Moi, je voulais pas du tout retourner dans un groupe de communication, dans une banque ou dans une société de conseil. Donc ce qui s'est présenté
Et l'idée que j'ai eue en même temps, c'était de transformer ce que j'avais commencé à faire, mais en direction d'autres sociétés que les sociétés du web et de la tech. Ce que j'ai réussi à faire après. Alors précisément, on va ouvrir le 3e chapitre de votre parcours, c'est Clearfield. On est en 2004 et avec d'autres professionnels du M&A, vous cofondez le réseau Clearfield. Ce réseau s'appelle d'abord Clearfield Partners, puis il sera Clearfield International entre 2011 et 2022 et il s'appellera finalement Clearfield à partir de 2022 après une refonte de l'image de marque. Initialement, ce sont 5 entreprises qui créent Clearfield, le réseau, aux États-Unis et en Europe, dont la vôtre, Atus Capital pour la France. Qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là à unir vos forces pour travailler ensemble? D'ailleurs, son premier nom et les noms suivants ne sont jamais réseau. On n'a jamais, en fait, nous, on n'a vraiment jamais construit un réseau, mais un ensemble. Et ça fait partie vraiment du concept originel de Clearfield. C'était que les 5 entités qui se sont réunies, elles se sont réunies, créent une structure commune, associées, définies les manières de travailler ensemble, qui étaient, certes, on n'était pas dans la même ville, pas dans le même pays, mais on travaillait ensemble comme une seule équipe dès le départ, que ce soit sur le développement corporate de notre ensemble, que sur les deals et notre manière de partager, d'être très fluide dans notre fonctionnement. Et ça, c'était vraiment, vraiment essentiel. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais appelé réseau. Une même entreprise avec des actionnariats différents dans chaque pays. Oui, mais néanmoins aussi un actionnariat commun ensemble. Donc, un peu les deux dès le début. Et ça crée un ciment, en plus de l'envie de faire ensemble, qui était assez fort. Donc, nous, cette notion de cette terminologie, elle est très importante chez nous. Et justement, parce qu'on avait vu des réseaux fonctionner qui ne fonctionnaient pas bien, parce que il y avait trop d'intérêts divergents locaux, où les gens font tout pour essayer de ne pas travailler ensemble plutôt que le faire. Et donc nous, on s'est dit comment doit-on s'organiser pour être sûr qu'on travaille ensemble, qu'on produit les choses les plus intéressantes au profit des clients, des missions, etc., plutôt que d'essayer de tirailler, etc., ce qui n'est jamais très bon. Donc voilà, ça c'était la genèse, c'est une parenthèse sur la notion de réseau versus partnership, ce que l'on est. Et puis après, ça s'est étendu, ce concept, on l'a élargi. Mais l'idée de base, c'était, on était 5, effectivement chacun dans son pays. Et on s'est dit que c'était faut rappeler que c'était il y a donc 20 ans. Il nous semblait que ce dont le marché, c'est-à-dire les clients, les entreprises avaient besoin et elles auraient besoin encore plus, c'était qu'on leur trouve des solutions en termes de deal, parce que nous, quand on parle de solutions, on parle de deal, c'est-à-dire de rachats potentiels, de cessions potentielles, d'actionnaires investisseurs potentiels, qu'on le fasse à échelle internationale, sans frontières, déjà à l'intérieur de ce qu'on représentait à l'époque, c'est-à-dire en gros l'Europe occidentale et puis les États-Unis, avec une petite présence aux États-Unis à l'époque. Voilà, c'était ça la base. Et on trouvait que et notamment dans le mid-market, parce que les grands deals d'un continent à l'autre, ça existait déjà à échelle mondiale. Il y avait déjà Goldman Sachs, mais à échelle du mid-market, ce que nous, on a voulu adresser, mid-market, entrepreneur, ça n'existait pas. Où ça existait, mais c'est très marginalement, pas bien traité, nous semblait-il, que ce soit dans les cabinets d'audit, que ce soit dans le mid-market des banques françaises qui nous paraissait pas assez international. Voilà, donc c'est ça qu'on a voulu créer, offrir au marché. Alors, justement, pouvez-vous nous présenter l'ensemble Clearfield et ce qui différencie aujourd'hui Clearfield par rapport aux autres acteurs de la place? Donc, Clearfield, aujourd'hui, c'est non plus 5 pays, mais 35. Donc, ça s'est étendu très largement dans toute l'Europe
qui est vraiment notre berceau, notre ADN de base. On est européen. On n'est pas la fille d'un groupe américain, même si le nom a l'air anglo-saxon ou même anglais. Pas du tout. On est très européen. Ensuite, donc de l'Europe, effectivement, on a grandi et aux États-Unis et en Amérique en général, donc y compris en Amérique latine, plus récemment, on peut dire. Et quand je parle de l'Europe, je parle y compris de l'Europe centrale, des pays nordiques dans lesquels il se passe beaucoup de choses intéressantes, qui sont des pays très dynamiques, qu'on connaît peut-être parfois un peu moins depuis la France, parce qu'on assimile ça à la zone d'influence allemande, d'art, mais en réalité, il se passe beaucoup de choses avec des pays très dynamiques comme la Pologne, par exemple. Et puis plus récemment, on avait déjà une base en Australie, mais toute la zone Asie, y compris le Japon, Asie du Sud-Est. Ça nous a paru vraiment important. Et donc, on s'est développé là-bas à travers des partenariats un peu différents parce que c'est différent. Et même récemment en Afrique, avec un partenariat important avec une banque sud-africaine qui nous aide à couvrir l'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est une gouvernance qui s'est élargie des 5 historiques qui étions le board. Moi, j'ai été le premier président de Clearfield Monde. Puis c'était une présidence tournante, un peu à la mode de l'Europe. Ça s'est élargi. Il y a un board maintenant qui est composé de 10 personnes, 10 pays, 10 structures qui sont devenues elles-mêmes associées dans la structure centrale, qui au fur et à mesure ont abandonné leurs noms locaux, qui s'appellent toutes Clearfield. Un président qui est devenu un président en titre, qu'on a recruté de l'extérieur, et plus un de nous qui est à la fois président et qui en même temps gère des deals, des affaires locales, etc. Et donc c'est un ensemble qui s'est structuré, qu'on a beaucoup organisé sur beaucoup de plans divers, et puis mais qui néanmoins reste très entrepreneurial, très souple, etc. Qui a eu un de nos facteurs clés de succès à nous, c'est-à-dire qu'on a organisé de manière très très précise le fonctionnement de 35 pays. Aujourd'hui, c'est 500 personnes dans le monde qui travaillent ensemble, c'est-à-dire pas plus les 5 personnes associés historiques qui se connaissent, qui peuvent facilement communiquer, mais après, il faut que ça soit structuré, processé entre des gens même plus jeunes qui arrivent, qui débarquent, qui se demandent à qui ils doivent demander quoi, quel format, comment ils doivent s'y prendre pour écrire un mémo, ou faire une recherche de tel ou tel type. Voilà. Donc, on a organisé tout ça, et néanmoins en gardant cet esprit très entrepreneurial, très, très souple, et avec cette capacité qui nous distingue absolument, parce que pourquoi tout ça, c'est la capacité internationale, c'est-à-dire à faire des opérations cross-border, et toutes les opérations sont potentiellement cross-border, en fait. Donc, même l'opération qui se finalise comme un LBO local avec un fonds d'investissement français, nous, dans la plupart des cas, on a envisagé, y compris, des acquéreurs industriels étrangers. Ouais, et donc, ça, c'est quelque chose qui nous caractérise. Alors, Clearfield fête cette année ses 20 ans. Et quel parcours en 20 ans, hein, vous l'avez mentionné, une présence dans plus de 30 pays, 35 pays, plus de 400 professionnels et 800 transactions conseillées dans les 5 dernières années. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs clés de succès de Clearfield ? Alors, je pense qu'ils sont d'abord liés à notre nature on est vraiment une entreprise faite par des entrepreneurs. Donc, avec cette volonté de nous développer, on a une vraie histoire à raconter, quelque chose à apporter au marché. Et ça, c'est un moteur très important chez nous, et c'est sûrement un facteur clé. 2, avoir su organiser ça à plus grande échelle que celle de quelques professionnels qui travaillent ensemble. Et ce qui racontait comme ça a l'air, on se dit que oui, comme une autre entreprise, mais dans ces entreprises-là de services intellectuels où c'est très compliqué
et ça nous a pris du temps. Mais là, il y a un facteur qui a été très favorable, c'était le fait de commencer à 5 pays à l'origine, qui était un socle très dur. On était très clair sur nos envies, les process, la manière de s'organiser, ce qui fait qu'on ne s'est pas fait diluer après par d'autres qui auraient voulu faire autrement que ça. Ça, c'était très important. Et puis, voilà, après, d'avoir su, encore une fois, développer ça à plus grande échelle au fur et à mesure de notre développement. Alors j'aimerais revenir, Thierry Chétry, sur 3 éléments forts de l'identité de Clearfield. Et le premier, c'est la pluridisciplinarité. En effet, Clearfield propose différents types de conseils. Le métier historique de la boutique reste le M&A, mais il y a d'autres types de conseils. Et vous avez par exemple lancé cette année l'activité Debt Advisory en France. Est-ce que c'est important de proposer à vos clients cette palette diverse de services? Alors oui, Debt Advisory, ça c'est la nouveauté de cette année. Pour nous, ça correspond à un vrai besoin. C'est devenu clé dans les opérations, soit dans les opérations de LBO avec les fonds, d'être capable de prendre en main le volet financement qui est devenu de plus en plus sophistiqué, comme le M&A est devenu sophistiqué, mais là, la partie financement est devenue de plus sophistiquée, de plus en plus. Et donc, elle a besoin d'être traitée par des personnes qui ont une expertise très particulière dans ce domaine, même si avant on le faisait nous-mêmes. Là, vraiment, ça devient une expertise à part entière. On voit, le marché est demandeur de ça, les fonds sont demandeurs de ça. Donc, puis le métier en lui-même s'est développé. Il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent dans cette partie du métier, qui se développent dans cette expertise-là. C'est indéniable. Et par ailleurs, aussi, ça consiste à aider des entreprises, fonds ou pas fonds au capital, à structurer, restructurer, revoir leur financement, parce que à tout moment, une entreprise qui a affaire à du financement extérieur, elle est confrontée à ça. Et un directeur financier de bon niveau globalement traite ça, mais nous on apporte on apporte une expertise en plus. Donc on est aussi sur cette partie-là du debt advisory. Donc ça c'est une addition importante dans notre offre. Après, nous on n'a pas cherché tous les moyens de nous développer dans tous les domaines on le voit, ça s'est fait, qui fasse l'objet de synergie avec notre métier historique. On veut que ça soit cohérent, on veut avoir une vraie valeur ajoutée et on veut que ça corresponde à notre métier. Par exemple, on n'a jamais fait de gestion privée. Or, c'est assez classique que le M&A et la gestion privée aillent de pair. Nous, on considère que ça génère des conflits, que c'est pas exactement le même métier, que donc on le fait pas juste pour nous, pour s'élargir le plus possible, on le fait avec cette idée de ce qu'on a vocation à apporter au marché, aux clients. Voilà. Donc Debt Advisory, ça c'est sûr, c'est un développement. Le deuxième élément fort, c'est le mid-cap. En effet, Clearfield est positionné sur le segment mid-cap. Quelles sont les différences entre le conseil M&A mid-cap et le large cap? Alors la différence principale pour moi, c'est que dans le mid-cap, les entreprises, les personnes avec qui on interagit sont des entrepreneurs, d'une manière ou d'une autre. Des entrepreneurs seuls qui ont créé une entreprise, des entrepreneurs familiaux, parce que c'est une entreprise familiale qui peut en être à une xème génération de la famille qui gère. Ça peut être, et ce qui s'y rapporte aussi, c'est-à-dire les fonds qui sont dedans, mais en fait, on va traiter avec des personnes qui sont impliquées aux commandes et en même temps actionnaires, ce qui est une différence assez importante avec des grands groupes où les actionnaires sont diffus, ne sont pas les mêmes que les dirigeants le plus souvent. Et donc ça, vraiment, ça génère une... Et aussi, notre
le cadre de nos missions, il est tout de suite beaucoup plus large et englobant sur l'entreprise qu'il ne le serait dans le large. Dans le large, on va être un petit rouage d'un grand ensemble sur lequel on va avoir un apport précis. On travaille avec des grands groupes, mais sur des missions, sur des opérations mid. Quand on travaille auprès d'une entreprise familiale ou d'entrepreneurs, que ce soit à l'achat ou à la vente, très rapidement, on va avoir une relation stratégique. On va parler stratégie, organisation, jusqu'à petits problèmes de management qu'on va englober dans notre mission, dans la réflexion, l'échange qu'on va avoir avec un patron. On doit être aussi capable de traiter nous-mêmes différents aspects qui entrent en compte dans une opération, comme des petits aspects fiscaux, ça peut être aussi comptable. On va mettre les mains dans de la consolidation. Il faut être très très compétent dans plein de domaines. Ce qui est très différent du large. Être capable de réagir par rapport à toutes ces notions, traiter de sujets de type actionnariat familial, discussion, mésentente, et tout ça, c'est le mid-market comparé au large où on n'a pas affaire à cet ensemble de problématiques. Le troisième élément que je voudrais aborder, c'est l'international. Vous en avez déjà parlé. Clearfield réalise 80% à peu près de ses deals en cross-border. Dans quelle mesure ce réseau intégré est-il un avantage pour originer et exécuter ces deals internationaux? Donc en fait, on l'a conçu pour ça, justement. On l'a conçu pour cet ensemble, pour être capable d'une part, l'international, ça consiste à générer des opportunités au-delà de nos frontières. Concrètement, nous, on est capable, sans attendre un mandat de la part d'un client donné, de proposer, c'est ce qu'on fait en permanence, de proposer des opportunités de deal, par exemple de cibles, quelque part dans un pays, ou aussi ça peut être d'acquéreurs qui cherchent, qui veulent se développer en France, pour parler de la France. Et nous, donc, de manière proactive, de générer ces opportunités. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de Clearfield, l'information circule de manière très fluide. On sait, à tout moment, on partage les idées, les opportunités qui sont connues de la part des uns et des autres. Et quand vous multipliez ça par 35 pays aujourd'hui, ça génère un certain nombre d'opportunités qui ne sont pas toutes valables à un moment donné pour une société française qui concerne d'autres. Mais tout ça, et ça donne un magma d'opportunités qui demande un peu d'organisation de l'information à l'intérieur. Sinon, c'est ingérable. Mais c'est générateur d'opportunités et c'est ce qui intéresse nos clients sur cet aspect-là. Et puis l'autre aspect, c'est d'être capable évidemment de traiter, d'exécuter les opérations. C'est-à-dire que dès lors qu'il s'agit soit d'être à la vente ou l'inverse d'être à l'achat dans un autre pays, avec un acheteur ou un vendeur dans un autre pays, nous, les équipes des différents pays, des différents bureaux, travaillent ensemble et de manière ultra fluide, encore parce que se connaissent par cœur, ont de grandes habitudes, des méthodes partagées, pour être capable d'accompagner le client français dans la négociation avec soit la cible, soit l'acheteur dans le pays en question. Et ça, c'est une grande force, un grand confort, une grande sécurité pour notre client. Parce qu'il sait que c'est notre équipe italienne qui va parler avec la contrepartie italienne, qui vont de manière de la proximité locale, même langage, même culture, comprendre, faire passer les messages, comprendre la problématique de l'autre côté. Et ça, encore une fois, organisé à échelle globale c'est un vrai facteur clé très très important. J'ai une anecdote toujours dans ce genre. C'est un groupe français qui voulait acheter une cible
au Mexique, qui la connaissait très bien, qui voulait l'acheter depuis un certain temps, mais qui n'arrivaient pas, ils n'avaient pas créé les bonnes conditions du dialogue avec la cible, qui était une entreprise familiale mexicaine, qui nous a demandé d'intervenir. Et nous, on a déployé notre équipe mexicaine, on leur a dit exactement ce qu'on voulait faire, et eux, ils ont joué leur rôle, exactement ce qu'on sait faire, sont allés au contact local de la famille mexicaine, ont créé un climat de confiance, de discussion, et on a fait aboutir l'opération qui jusque-là avait jamais abouti. Et puis parce que on a bien fait comprendre depuis notre client français jusqu'à la famille mexicaine là-bas, en passant par nous, par notre équipe mexicaine, par tout le monde, ce qui était possible de faire, comment ça pouvait intervenir. Et voilà, donc voilà l'exemple parfait de à quoi ça peut servir. Quels sont maintenant les principaux axes de développement de Clearfield pour les prochaines années? Alors, les axes de développement sont globalement se renforcer partout où on est, et là où on est peut-être pas encore. Après, on n'a pas vocation à couvrir tous les pays du globe et des marchés qui sont plus importants que d'autres en matière de M&A, mais cette notion de capacité internationale mondiale pour nous, elle est clé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est on est très européen d'origine et on a vocation à être plus gros aux États-Unis. On est un tout petit peu sous-dimensionné aux États-Unis par rapport à ce qu'on a vocation à être, compte tenu de ce qu'on est en Europe. Donc, les États-Unis, pour nous, c'est un axe de développement fort. Et puis, dernièrement, il y a forcément des métiers, des offres qu'on a vocation à élargir ou voir de nouveaux métiers dans lesquels on se développera. Qu'on n'a pas encore. Le Debt Advisory, par exemple, aujourd'hui, c'est présent dans certains pays, pas dans tous, mais on a vocation, comme c'est le cas pour le M&A, à ce qu'il soit représenté partout. On est en avance un peu en France ou dans certains pays sur ce sujet-là, parce que la France est un très grand pays de private equity. C'est moins le cas dans d'autres géographies. Donc, on est en train de montrer l'exemple sur l'importance de cette expertise-là pour d'autres pays. Alors, je voudrais vous poser maintenant quelques questions sur le métier de banquier d'affaires. D'abord, comment définiriez-vous aujourd'hui le banquier d'affaires moderne? Alors, le banquier d'affaires moderne. Je pense que le banquier d'affaires moderne, il doit, est-ce que c'était pas le cas d'ailleurs avant, mais il doit faire preuve d'une grande, je dirais, capacité à trouver des solutions dans plein de circonstances et plein de domaines différents. Est-ce que c'était pas le cas avant? Je sais pas. Deuxièmement, il doit être générateur d'opportunités, ça c'est sûr. Moi, j'ai connu la banque d'affaires incarnée par la banque, où les clients existaient, ils étaient dans la banque, puis on leur proposait la banque d'affaires. Nous, c'est pas du tout notre conception de la banque d'affaires. Donc, cette notion de génération d'opportunités est très importante. Troisièmement, il doit être international, très facilement. Et puis, voilà, ça va être ça le banquier d'affaires moderne. Et comment le rôle du banquier, selon vous, il a évolué entre vos débuts il y a 25 ans et aujourd'hui? Moi, je pense qu'il s'est beaucoup, notamment dans le mid-market, il s'est beaucoup professionnalisé. Le mid-market marche sur les traces du large en termes d'approfondissement de tous les aspects d'une opération. Il suffit de comparer un mémorandum d'aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 20 ans. C'est plus les mêmes. C'est pas la même taille, c'est pas le même rendu. Aujourd'hui, n'importe quel process de cession intègre, enfin, à partir d'une certaine taille, intègre une VDD financière, une VDD strat, potentiellement une VDD ESG, etc. Donc, et tout s'est complètement professionnalisé. Il y a tout un écosystème qui s'est créé autour des opérations de M&A. Donc,
Aujourd'hui, donc, il faut être capable de traiter l'ensemble de ces composantes-là des opérations. Euh, voilà, ça c'est une évolution importante, je crois. Mmh. Avec votre recul, Thierry Chétry, c'est quoi un bon pitch ou une bonne approche commerciale pour obtenir un mandat, hein, dans la phase d'origination? J'aimerais bien savoir pour être sûr de gagner à chaque fois. Mais non, je pense qu'un bon pitch, c'est de comprendre vraiment l'enjeu de l'opération et de montrer qu'on est euh, les mieux placés pour y faire face et pour trouver les meilleures solutions. Ça, c'est vraiment clé. Et puis, je dirais, sur un plan de compréhension de l'entreprise, de son marché, de qui est susceptible de faire quoi sur ce marché, ce qui d'ailleurs renvoie à une petite notion d'expertise sectorielle. Meilleur on est dans la compréhension très fine d'un secteur, meilleur on est évidemment dans la capacité à faire une opération dedans. Mmh. Mais c'est pas un absolu. Mmh. Donc, et puis, je dirais, au-delà de ça, quand le pitch s'adresse à un chef d'entreprise, un entrepreneur, c'est de bien comprendre ses aspirations et ses motivations, dites, non dites, mais en tout cas vraiment d'avoir une sensibilité forte par rapport à ce dont il a envie de faire et puis ce qu'il a envie d'avoir comme relation, euh, comme fit, avec nous en tant que conseil euh, pour les 6 mois à 12 mois qui suivent et surtout par rapport au sujet, l'un des sujets les plus importants de sa vie, qui est potentiellement la vente de son entreprise. Donc, être capable de comprendre, de faire passer cette capacité-là à l'accompagner sur un sujet essentiel, c'est un truc important dans le pitch. Et quelle est la place de la dimension humaine ou de la relation humaine avec le client, hem, par rapport à d'autres caractéristiques du pitch comme, l'expertise sectorielle ou, le track record de la boutique dans le secteur? Bah, c'est à partir du moment où, en face, le client, c'est un entrepreneur, la dimension humaine est clé. Parce que dedans, il y a la confiance, le fait de se dire, de part et d'autre d'ailleurs, hein, parce que nous aussi, on a cette appréciation-là. Mmh. Des gens dont on se dit, on a vraiment envie de travailler avec eux, d'autres un peu moins. Euh, euh, mais en tout cas, certains vont nous écouter, on sent qu'on va avoir une relation de collaboration forte, et puis d'autres, c'est un peu moins le cas. Ça arrive. Donc la dimension humaine, elle est importante et elle est essentielle dans la réussite. Donc voilà, c'est un peu moins le cas quand on a affaire à une entreprise un peu plus grande, où on n'en parle plus à un entrepreneur, mais on parle à un certain nombre de dirigeants. Euh, avec les fonds aussi, ils ont une approche un peu plus méthodique, un peu plus froide, c'est normal de leur point de vue, par rapport à ce que nous on incarne. Ils vont être plus rationnels dans leurs critères d'appréciation de à qui ils ont envie de travailler. Qu'est-ce que recherche un entrepreneur concrètement quand il fait appel à une banque d'affaires comme Clearfield? Clearfield, dans ce qu'on incarne aujourd'hui maintenant, un entrepreneur va venir y chercher souvent la capacité internationale en se disant, bon, ils sont capables de me trouver, parlons d'un vendeur, des acquéreurs où qu'ils soient et de traiter avec eux et donc moi de me faire la meilleure opération stratégique et financière possible. Donc ça m'intéresse. Euh, euh, Deuxièmement, on est assez, on va dire, reconnu dans le paysage pour se dire ces gens-là sont sérieux, ils font beaucoup d'opérations, donc ils ont forcément beaucoup d'expérience, on les voit sur le marché, donc c'est un gage de sérieux, c'est sûr aussi. Et troisièmement, il peut se dire, euh, néanmoins, j'ai bien compris que c'était une entreprise indépendante, autonome, d'entrepreneurs. Et donc, je sens que ils vont avoir une motivation
qui est peut-être pas existante, pas exactement identique dans une organisation plus large, plus diffuse. Ils vont se dire qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont ceux qui vont travailler pour eux et qui vont s'investir à leur côté. Ça, c'est un truc important. J'en viens maintenant à la thématique du recrutement chez Clearfield. En effet, Clearfield attire chaque année de nombreux étudiants et jeunes diplômés qui cherchent des stages ou des CDI. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez vos candidats ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats, stages, débutants, et que dans l'ensemble, ils se présentent assez bien. Ils ont les bons CV, ils ont fait de bonnes écoles, souvent de bons stages déjà, et puis dans la manière de se présenter leur motivation. Alors, ils ont peut-être eu des formations quelque part. Ils sont bien. Et donc, moi, ce que je recherche toujours, c'est essayer de sentir le supplément de motivation pour ce métier, parce que c'est quelque chose qu'on a envie de partager, nous, et que ça soit avec les jeunes qui rentrent, c'est qu'on sente qu'ils viennent pas faire ce métier comme ils iraient en faire un autre, mais qui viennent là pour des raisons précises. C'est qu'ils ont identifié, voire même déjà expérimenté à travers des stages, le fait qu'ils ont une passion pour ce métier et que c'est ça qu'ils ont envie de faire. Et donc, qu'ils vont être particulièrement impliqués à le faire. Donc ça, c'est vraiment un critère important. Et c'est sans doute le plus important, même au-delà des aspects techniques, de capacité de travail. Voilà, mais ça, parce que quand on a envie, après, on peut y arriver. Même si on n'est pas un cadre de la valorisation ou du modeling, ou quand on démarre, si on a envie, si on veut travailler, ça sera pas ça le problème. Si vous deviez donner un conseil aux nombreux candidats qui nous écoutent et nous regardent et qui vont postuler bientôt chez Clearfield, cela serait lequel ? Je leur dirais de s'assurer qu'ils sont sûrs de vouloir faire ce métier. Je leur dirais aussi d'essayer de comprendre les différences entre les différentes organisations, parce que pour eux, je comprends, il y a beaucoup de banques d'affaires, de boutiques de M&A qui se présentent à eux, donc assez difficile de l'extérieur. Moi, je ne sais pas si jeune, j'aurais pu faire, bon, ça n'existait pas à l'époque, mais j'aurais pu faire la différence entre toutes celles-là et de se dire, est-ce que celle-là me correspond un peu plus que telle autre ? Je pense que quand même il y a matière à faire cette différence-là. Toutes ne sont pas identiques, toutes ne sont pas internationales versus locales. Toutes sont, est-ce qu'elles sont dans le contexte d'une banque, d'un cabinet d'audit ou indépendante. Donc, essayer de se faire une idée par rapport à ça pour choisir, et puis aussi d'identifier les endroits où ils peuvent avoir un parcours de développement, en se disant, tiens, là, je sens que je peux m'y faire une place, que je vais pas me faire ratiboiser dans 3 ans, une fois que j'aurai été pressé comme un citron, parce que de toute façon, le système, il y a une pyramide qui est faite pour ça. Ça, je pense que c'est des questions que devrait se poser un candidat. Mais il faut qu'il ait vraiment identifié, en revanche, déjà son idée de faire ce métier, cette passion en amont, qui forcément se renforcera quand ils vont faire le métier, parce que on ne sait pas a priori, pas forcément qu'on va adorer le faire. On peut avoir une petite idée. Alors justement, une fois en poste, qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez vos jeunes collaborateurs, et comment bien se développer, comment bien évoluer chez Clearfield ? Nous, on veut vraiment, de la part des jeunes qui démarrent chez nous, et ce qu'on adore, et c'est vraiment, on voit la différence que ça fait de l'engagement et de la proactivité. Et ça, c'est différent d'une structure à l'autre. Notre genre à nous n'est pas en permanence de dicter et d'animer ce que les jeunes, et puis même les moins jeunes d'ailleurs, doivent faire. C'est-à-dire que moi, avec mes associés, c'est la même chose. Je leur dis pas tous les matins, toutes les semaines, ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas une feuille de route. Et c'est ça qu'ils aiment, c'est pour ça qu'ils sont là.
s'ils voulaient quelque chose de plus hiérarchique, on leur dit ce qu'il faut qu'ils fassent, quel prospect il faut qu'ils appellent, etc., ils seraient ailleurs. Chez nous, ils exercent de manière très libre, très autonome, très entrepreneuriale, même ceux qui n'ont pas fondé Clearfield, et c'est ça qu'ils aiment. Et donc, au niveau des plus jeunes, c'est la même chose. Il faut que nous, ce qui est compatible avec notre culture, c'est les gens qui vont avoir envie de faire de manière proactive, autonome, et qui vont pas juste attendre le mail ou qu'on leur dise fais ça, fais ça, fais ça, mais qui eux-mêmes aient des idées de ce qu'ils peuvent faire par rapport au sujet qu'ils ont en main et ce qu'ils peuvent faire de plus que le brief qu'on leur donne. D'ailleurs, nous, quand un client nous donne un brief, on se contente pas du brief. On va toujours creuser beaucoup plus parce que c'est comme ça qu'on génère des idées, des solutions, des possibilités. Donc, cette notion-là, elle est pour nous, de la part sur les jeunes qui sont déjà en poste, c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'ils vont progresser et être meilleurs rapidement, c'est sûr. De communiquer très facilement, d'être capable de solliciter les uns les autres. Il n'y a rien de pire que de rester devant son ordinateur toute la journée. Il faut pas hésiter à déranger, solliciter, poser des questions. Les portes des bureaux sont faites pour être ouvertes. Voilà, il faut vraiment, il faut pas attendre que ça vienne. On arrive à la fin de ce podcast, Thierry Chétry. Il y a une dernière partie, c'est le traditionnel quiz du Career Insight. J'en rappelle les règles. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de votre côté. Si vous deviez définir Clearfield en un mot, cela serait lequel ? Implication. La principale qualité d'un banquier d'affaires. Je dirais solution maker. La principale qualité d'un entrepreneur, parce que vous êtes aussi un entrepreneur. Entrepreneur, c'est l'opiniâtreté. Vous êtes un amateur de tennis, Thierry Chétry. Quel est le point commun entre le M&A et le tennis ? Eh bien, il y en a pas mal, en fait. D'abord, l'opiniâtreté. C'est vraiment essentiel quand on fait un match de tennis et c'est jusqu'au dernier point, on peut le gagner ou le perdre, premièrement. Deuxièmement, il faut trouver des solutions tout le temps, des solutions tactiques, alors soit d'ailleurs à son propre jeu, essayer de modifier des choses qu'on fait pas bien, ou alors dans le cadre d'un match, changer quelque chose dans sa manière tactique de jouer. Donc ça, c'est une dimension de trouver des solutions. Voilà. Et puis l'esprit de compète. Quand on fait un match de tennis, on a envie de le gagner. Quand on fait un deal, on a envie de le closer. Votre meilleur souvenir professionnel ? J'ai plein de bons souvenirs professionnels. Alors, c'est difficile d'en sélectionner un. Alors, dans notre métier, évidemment, tout deal qui se conclut, c'est un bon souvenir professionnel. Toute la signature un jour de la création de Clearfield, c'était un beau jour professionnel. Toutes les fêtes qu'on a faites chez Clearfield, c'était très bons souvenirs professionnels. Voilà, donc vraiment beaucoup. Votre pire souvenir professionnel ? Moi, je pense que le pire, c'est celui ou même ceux, parce que ça a dû intervenir quelques fois, où on se retrouve impliqué ou au milieu d'un pugilat familial. Vous êtes dans une entreprise familiale, les gens se déchirent, mais avec une violence extrême, etc. Et vous êtes au milieu de ça et vous devez faire avec ou essayer de trouver une solution. Ça, c'est vraiment, c'est très, très désagréable. Le plus beau deal que vous avez réalisé ? Ils sont tous beaux. Le dernier chasse le précédent. Donc, ça peut être celui où on a sorti une entreprise d'affaires alors qu'elle était en grande difficulté. J'ai connu ça avec une entreprise d'agroalimentaire française historique, bien connue, et après m'y être impliqué beaucoup, qui s'appelait Madrange. Et c'est aussi l'entreprise qui va très bien et qu'on vend
3 fois le prix que le fondateur en espérait quand on a commencé à parler ensemble. Voilà, ça on aime un peu plus que les autres, et que le client à la fin nous dit waouh, j'aurais jamais imaginé ça, vous êtes fantastique. Ça vraiment, voilà, ça fait plaisir. Le deal le plus difficile que vous ayez eu à gérer? Alors je pense que c'est justement c'est Madrange dont je parlais à l'instant, très entreprise en grande difficulté, employant 1300, 1400 personnes, avec le risque à la clé, dans un secteur difficile, et puis l'entreprise qui est sans dessus dessous, et où en fait il s'agit pas de faire un deal, il s'agit d'abord de mettre les mains dans l'entreprise, d'essayer de faire en sorte que elle se reconfigure de la bonne manière pour ensuite la vendre. Et là, c'est là où je nous trouve différents de banquiers d'affaires classiques, c'est d'avoir cette capacité-là à mettre les mains, faire ce qu'il faut, s'engager, peu importe l'aspect économique, est-ce que ça va nous rapporter par rapport au temps qu'on y consacre à un moment, peu importe, l'enjeu est plus important que ça. Voilà, donc ça c'est sans doute le plus compliqué. Ouais. Le client qui vous a le plus impressionné? Ouais, là aussi c'est difficile parce que moi je suis impressionné par tous les entrepreneurs. Le principe, je me rends très rapidement admiratif et j'adore tous nos clients. En fait, dès qu'un client et qu'on comprend ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il continue, etc. Nous on a cette capacité vraiment à aimer ce que font nos clients. Donc, il y en a plein. Mais des entrepreneurs, voilà, en tout cas par rapport à d'autres, ce serait plutôt des entrepreneurs. Le conseil que vous donneriez au jeune Thierry Chétry qui étudiait dans une école de commerce dans les années 1980? Eh bien, je lui dirais d'être, d'ailleurs, un peu plus que ce que j'ai fait moi à l'époque, d'essayer de comprendre ce que j'ai envie de faire et ce qui me correspond le plus en termes de métier dans lequel je vais me projeter. Aujourd'hui, il y a tous les moyens pour ça. On peut s'informer, on peut vraiment se faire des idées, on peut faire des stages, bien sûr, mais c'est essayer de comprendre le métier pour lequel on est fait, de s'y projeter le plus rapidement possible. Merci Thierry Chétry. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Chose au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme TrainingNew si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.